Bonjour à toutes et à tous, merci de transplaner sur ce nouvel épisode du Pince Crâne. Je voulais vous remercier pour le soutien que vous apportez toutes et tous au podcast et à la chaîne YouTube, notamment pour la dernière série de vidéos Commander Theorycraft, où il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Et puis si vous l'avez pas encore vu, c'est une série de vidéos où je parle de building en Commander dans des vidéos un peu techniques, mais je m'efforce de faire en sorte qu'elles soient intéressantes. N'hésitez pas à liker et commenter ces vidéos, ça me donne énormément de force parce que c'est un format qui est plutôt laborieux à produire. Et puis voilà. Sur ce, on démarre tout de suite avec ce nouvel épisode du Pince Crâne. On détape ses landes, on pioche, c'est parti. Eh bien, rebonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 26e épisode du Pince Crâne. Je suis Nox et aujourd'hui avec mon invité, nous allons discuter, analyser et débattre autour de la nouvelle extension Brother Wars. Mais qui est cet invité ? Eh bien, sa moustache est reconnue dans tout le multivers. Il vous fait voyager à travers les éternités aveugles à chaque nouveau chapitre de l'histoire de Magic. J'ai nommé Quentin Lamprouge. Comment ça va, Quentin ? Salut Nox, ça va très bien et salutations, cher Planeswalker. Alors je suis très content de t'avoir avec moi pour cet épisode, car on le sait, cette extension revient sur le passé de Magic, et plus précisément sur l'époque de la rivalité entre Urza et son frère Mishra. Tout à fait, et c'est assez rigolo parce que du coup, en tant qu'historien de Magic, il faut que j'avoue que moi, c'est une époque où je jouais pas du tout à Magic, donc c'est quelque chose que j'ai rattrapé par la suite, mais c'est une histoire que j'ai pas suivie du tout au moment où elle est sortie, quoi. Ouais, moi alors c'est rigolo parce que j'ai un peu de nostalgie. Je jouais pas à Magic à l'époque où ces brides d'histoire étaient là, mais on m'avait donné beaucoup de cartes, notamment sur tout ce qu'il y avait dans Épopée d'Urza et aussi un peu avant, et du coup j'étais vraiment abreuvé à l'histoire d'Urza, malgré que j'ai commencé plutôt vers Carnage, et du coup j'attendais beaucoup cette édition finalement, et du coup forcément j'avais un petit peu peur de mon côté qu'il revisite complètement l'histoire, ou que ça commence à partir en switch un peu temporel. Toi, t'avais des attentes sur cette édition ? J'avais pas trop d'attentes, du coup. Après, Urza, c'est un personnage que je sais pas être foncièrement bon. J'aime bien ce type de personnage assez gris et qui sont pas des héros, en fait, qui sont des gens qui poursuivent des intérêts qui, parfois... s'embarrasse pas vraiment de l'humain, c'est vraiment ce qu'on peut reprocher à Urza. Moi, ça m'interrogeait pas mal de savoir comment ils allaient traiter ça, parce que les paradoxes temporels, les retours dans le temps, c'est souvent des histoires qui peuvent être un petit peu casse-gueule, si vous me passez l'expression. Et pour le coup, je trouve que ça a été plutôt bien géré, quoi. Teferi, il a pas tout chamboulé. On l'a vu plutôt en tant que témoin, et j'ai trouvé ça assez original, du coup, la façon dont ils ont repris l'histoire dans les chapitres. Surtout en se posant beaucoup sur l'après et sur le personnage de Kayla qui est incroyable. D'accord, alors moi j'ai pas encore lu les chapitres, hein, j'attends plutôt le Féo-Fiction de mon côté. Et de ce que je crois comprendre, c'est que en fait Teferi il est là sans être là, en gros. Bon, je sais pas trop. Ouais, c'est exactement j'essaie ça. de pas trop me spoiler. Néanmoins, on a l'ensemble de l'édition qui est maintenant sortie, donc on a tous les spoilers. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance générale du set ? Alors moi, je suis un petit peu un gamin, donc à contrario d'Alvar, moi le délire gros robot, ça me fait kiffer. Donc j'avais pas trop peur, et franchement l'édition, elle me déçoit pas du tout. Je trouve que l'ambiance de guerre entre les deux frères a été super bien repris. Je suis un petit peu plus timoré sur le côté storytelling, où on a 15 Urza, 15 Mishra. Bon, pas 15, mais 4. Mais je trouve que c'est un peu trop storytelling pour les nuls. Je sais pas ce que t'en penses, toi, le fait d'avoir plusieurs occurrences des persos
dans la même extension. J'ai l'impression, tu sais, qu'ils ont mis un petit peu au fourre-tout des choses qu'ils auraient pu sortir peut-être dans des sets plus espacés, des sets Eternal, comme des Modern Horizons, des trucs comme ça. Toi, t'en penses quoi ? Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Alors, il y a un aspect que j'aime beaucoup, c'est de voir un petit peu la genèse de Urza et Mishra, faire comprendre que voilà, ils étaient frères, les montrer enfants et tout ça. J'aime bien ce côté-là. Après, est-ce qu'il c'était nécessaire d'avoir des créatures légendaires de Mishra enfant et Urza enfant ? Non, je pense pas, effectivement. En fait, tu sais, c'est comme tout. En fait, plus on en a, et moins on a tendance à l'apprécier. Et jusque-là, Mishra et Urza, c'était des cartes qui n'avaient pas beaucoup d'occurrence. Du coup, c'était forcément très attendu. Et là, au final, on en a 3 de chaque dans le set. Et un de chaque aussi dans les decks commandeurs. Donc au final, on est 4 occurrences. Concernant la jeunesse, je pense qu'on aurait pu simplement passer par des enchantements ou des rituels éphémères et avoir des splash charts et des textes d'ambiance qui nous racontent ces parties-là de l'histoire. Je pense pas que c'était nécessaire, hein. Même si j'aime beaucoup quand même le design de Urza et de Mishra en rare. Ouais, carrément. Ouais, pour moi, c'est les préférés aussi. Les Meld, ils sont... c'est toujours marrant, les Meld, mais bon, c'est aussi toujours un peu trop. Ouais, Meld, du coup, c'est cette mécanique qui revient, qui nous permet d'associer 2 cartes, enfin le verso de 2 cartes, si on respecte les conditions. Donc du coup, on a 3 paires. On a Mishra et le dragon Phyrexian. On a Urza avec les 2 Power Stones. Et on a Titania avec le land, dont je me souviens plus le nom d'ailleurs. Il s'agit de Dark. Yes. Et Dargos, le sanctuaire de la nature. Et ça de mon côté, c'est vraiment une mécanique que j'adore. C'est un petit peu mon côté pimpin exodial maudit. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Je partage ça. Vas-y, excuse-moi. Dernier truc sur l'ambiance, en fait, après avoir lu tous les chapitres, ce qui me manque un petit peu, du coup, par rapport aux chapitres, c'est que les chapitres vont explorer des choses dans le présent qui n'apparaissent pas du tout dans les cartes. Et du coup, j'ai personnellement une petite frustration là-dessus. Mais en même temps, je trouve ça bien que le set se soit vraiment concentré sur les frères et sur la période concernée du retour dans le temps, quoi. Toujours sur l'ambiance, il y a un truc que je trouvais vachement bien joué, c'est que les mechas qui soient du côté Urza ou Mishra, on arrive à distinguer en fait la patte d'artificier de l'un ou de l'autre selon les mechas, et ça je trouve ça plutôt chouette. Ouais, ça a été super bien rendu, effectivement. Ouais, les mechas de Mishra, ils ont des lueurs un peu rougeâtres à l'intérieur, et ils ont des formes un peu étirées, alors que celles d'Urza, elles sont plutôt, comment dire, un peu plus de ce qu'on attend d'un robot au final. Ouais, tout à fait. On peut continuer aussi un peu parler des mécaniques. Un truc qui est très flavor, c'est la nouvelle mécanique prototype. Donc en gros, incroyable, qui nous permet de caster des créatures artefacts pour un coût réduit mais coloré. Et en fait, elles auront la couleur et des statistiques revues au rabais, sachant que ce coût alternatif est aussi beaucoup plus bas que le coût principal. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette mécanique ? Alors, je la trouve génialissime. Vraiment, je trouve ça super. Ça explore en plus. Je trouve que c'est quelque chose vers lequel ils avaient pas forcément été. Et je trouve ça vraiment intelligent et cool comme design. Mais j'ai aussi une énorme frustration sur cette mécanique. Pourquoi on n'a pas de mythique blanche? C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un pseudo-cycle. On a vraiment les 4 autres couleurs et on n'a pas le blanc. Mais on en a une rare blanche, mais... On en a 2 même. D'accord, on en a 2... On en a un, on a l'ange qui a le vol et qui peut donner le vol, la vigilance ou le lifelink. Et en fait, il y en a une autre qui est sortie un petit peu plus tard
qui a une 4-5 pour 5 avec la vigilance et qui sert un petit peu de, j'allais dire de l'ordre, mais non, de boost, puisqu'elle met un marqueur +1/+1 pour 1 quand tu l'engages sur un assembly worker. Ouais, c'est l'assembleur autonome et il a lui-même donc, du coup ce type de créature artefact ouvrier spécialisé, effectivement. Ouais. Tout à fait. Ah, moi je trouve que l'ange, il aurait pu avoir la gueule d'une mythique, parce que mine de rien en prototype tu vas payer 3, ça sera une 3/3 vol, et en plus de ça il donnera une nouvelle capacité à une autre créature. Il lui aurait manqué un petit truc pour vraiment être mythique, mais ça reste quand même une belle bête. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Ouvrir ça en draft, ça doit être rigolo quand même. Hein. Ah, je pense que tu es plutôt content sur ce qui va se passer. Après, moi, la plus impressionnante, sur laquelle on n'est pas tous d'accord sur les applications qu'elle aura, c'est la Givre Phyrexiane. Ouais, je la trouve vraiment, vraiment super. Notamment, je trouve que c'est celle pour laquelle l'idée de le blinker la plus relevant. Puisqu'en fait, là, tu commences avec une 3/3 menace, lifelink, ward, 3 points de vie, c'est quand même fort. Et en fait, quand tu la blink, elle devient vraiment horrible, quoi. Ouais. Donc ouais, moi, c'est peut-être celle que je préfère dans le... Elle s'appelle La Valeur de Chère Phyrexian, elle coûte 7, c'est une 7/5, si on la paye en prototype pour 3, c'est une 3/3, et donc du coup, comme tu le disais, elle a la menace, le lien de vie, et elle a parade. Et du coup, pour la cibler, il faut payer un nombre de points de vie égal à sa force. Ouais, elle est strong, hein. C'est clair. C'est clair. Non, mais voilà, ce cycle en soi est vachement bien, cette capacité est plutôt bien. J'ai vu, voilà, bon, il y a une petite critique en disant que c'est un kick inversé. Pourquoi pas en vrai, moi ça me choque pas, et puis on peut interagir quand même avec la mécanique. Tu parlais du fait de les blinker, du coup c'est plutôt intéressant parce que du coup en les blinkant on augmente leurs statistiques. Et ce qui a été bien conçu, c'est que pour la plupart, je pense notamment à la bleue, c'est que elle devient pas abusée en la blinkant, puisque l'effet de la bleue ne s'active uniquement que quand tu la joues et qu'elle a été castée. Sinon la bleue, elle aurait vraiment été trop forte. Et c'est la même chose pour la rouge, celle qui met des tokens quand elle rentre sur le champ de bataille. Elle ne le fait que si elle a été castée. Ouais, non, mais c'est... Effectivement, ça a été bien designé, ils ont bien fait attention. Donc, c'est plutôt chouette. Une autre mécanique qui réapparaît du coup avec cette édition, c'est exhumation. C'est une mécanique qui personnellement j'aime beaucoup. Là pour le coup on a exhumation mais dans absolument toutes les couleurs. Je sais pas si c'était vraiment le cas jusque là. Et j'avoue que je vais pas avoir de réponse là-dessus. Moi, c'est quelque chose que j'assimilais énormément au noir et potentiellement au rouge. Ouais, de mémoire, je me souviens de quelques cartes bleues aussi. Genre des zombies bleus avec exhumation, ça me parle. Mais au vert et au blanc, jusque-là, ça me dit rien. En tout cas, là, on a une belle ribambelle... de créatures avec exhumation. Pour le coup, c'est vraiment une chouette capacité. Alors, je sais qu'on peut tricher un petit peu avec exhumation, notamment en fait quand la capacité elle rentre en pile en fin de tour. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on peut interagir avec et blinker la créature pour qu'elle reste définitivement ou quelque chose comme ça. J'avais posé la question fut un temps à un arbitre et je sais qu'on peut boubouter avec. Alors là, je crois que le wording c'est que tu l'exiles au début de ton étape de fin ou si elle devait quitter le champ de bataille. Donc ça a peut-être été upgradé récemment. Bon, je me trompe peut-être, à vérifier en tout cas. Et du coup, il y a le Mishra rare qui donne exhumation à nos artefacts dans le cimetière. Il a un chouette design lui aussi.
Ouais, moi c'est un peu le genre de... Du coup, c'est le genre de design qui est un peu trop fort Ah ouais, tu et trouves? qui encourage un petit peu... Bah, je trouve que ça encourage un peu trop à combo, du coup. Et c'est quelque chose que sur lequel j'essaye de me limiter quand je construis les packs de commandeurs. Mhm. Euh, donc oui, la carte, elle est super bien. En plus, le fait qu'il donne Ward sacrifié un permanent, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal, hein. Mais je trouve que pour le coup, le Urza Prince of Krug, Il est plus il est intéressant. un peu plus, il est plus sweet, on va dire. Il est plus moelleux. Mm. Il est, Du coup, ce Mishra là, il coûte 5, c'est une 4-4. Comme tu disais, du coup, il donne Ward sacrifier un permanent à tous les permanents qu'on contrôle, donc même les terrains par exemple. Et il donne du coup, chaque artefact dans votre cimetière à exhumation, un incolore, un noir, un rouge. C'est une 4-4 pour 5. C'est quand même un commandant qui, grossièrement, hein, bon, j'allais dire ne fait rien quand il arrive, il protège nos permanents. Donc en fait, il fait pas rien nécessairement. Euh, je sais pas, tu verrais ça avec des wheels, des trucs pour stacker le cimetière, j'imagine, et du coup réanimer avec Mishra. ouais, je pense. En fait, pour moi, c'est le genre de commandant qui incite pas mal à mettre en place des engines pour faire mana infini et pouvoir abuser en fait de son effet. Le problème, c'est quand je vois ce type, ce type de général, j'arrive pas à m'empêcher de penser autrement que comme ça. Mhm. Et du coup, je m'empêche Tu t'empêches de de les les builder, builder. d'accord, ok. Je sais pas, mais je trouve pas si incroyable que ça dans le sens où il demande un setup laborieux et, Ouais, et c'est que vrai. sur le moindre Bojuka-Bog, bah, en fait tout ton setup il peut partir en fumée. Donc c'est un peu compliqué. Après, faut voir. En fait, c'est dur de savoir à quel point pour moi la parade sacrifier un permanent, à quel point ça embête les adversaires ou pas. J'ai du mal encore à prendre le recul sur ça. Ouais, j'avoue, moi aussi, d'autant que alors moi, c'est un peu une tendance dans notre groupe de jeu, c'est que on a de moins en moins d'interactions ciblées Mhm. et de plus en plus de solutions globales. D'accord, ok. Donc, Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres cartes, à part ces deux-ci, qui t'ont percuté dans l'édition? ah mais alors moi, il y en a une qui m'a rendu fou. Ah ouais? Vas-y. Non, mais vraiment, j'ai vu la carte, j'ai fait waouh, c'est ce que je veux le jouer partout. C'est le Harbin, qui est la 3-2 vol pour un blanc, un bleu, qui quand on attaque avec 5 soldats ou plus, donne plus 1 à toutes nos créatures et le vol. Mm. Déjà, le body, 3-2 vol pour 2, j'étais là, waouh, ok, on a passé encore un cap. Et cette carte, j'ai envie de la jouer en commande, j'ai envie de la monter en commandeur, j'ai envie de la jouer en moderne. Parce qu'en fait, il y a plein de soldats qui sont aussi des humains. Donc en fait, il y a un petit peu cette question, est-ce que soldat va pas être le nouveau humain Mm. en étant à la fois humain et soldat? Il y a des cartes ultra pertinentes en plus auxquelles on passe pas forcément. Moi, j'ai découvert que la sentinelle d'Esper était soldat Ouais, bien sûr. en faisant mes recherches. Ouais, Et ouais, il a l'air super ce général. ouais, il y a beaucoup de très bons soldats, hein. En fait, c'est une tribu qui... C'est une tribu qu'ils ont step up en fait depuis quelques temps, mais sans vraiment avoir de généraux au final. Et Non. là, du coup, on en a un. Donc c'est plutôt chouette. Il est bicolore, alors que bon, par contre, des soldats, il y en a vraiment dans beaucoup de couleurs. Donc bleu, tu vois, typiquement, j'aurais pas mis ma main à couper pour soldat, quoi. Mais bon, écoute, 3. Il y avait déjà Lavinia, Mhm. la deuxième du nom, qui était humaine et soldate. Bon, ça, forcément, là, on est plus dans une optique moderne. Ouais. Mais,
Mais effectivement, c'est une couleur qui est très blanche. Ce qui est marrant, c'est, tu sais, il y a un Lord qui est sorti dans Dominaria Uni. Ouais. Et quand on avait vu ça avec Alvar, on était dégoûtés. On était là, mais c'est bon, on n'a pas besoin de Lord Soldat. On veut un commandant. Pourquoi ils ont fait ça Mm. Et en fait, là, du coup, ce Lord, il a beaucoup plus d'intérêt, je trouve. Ouais, c'est clair. Et puis un soldat très connu qui est déjà joué dans Humain, c'est Talia. Ouais, carrément. Puis enfin, il y a plein de bons soldats qui sont déjà joués un peu partout. Il y a Brutal Cathar. Enfin bref, comme tu disais, Sentinelle d'Esper. Donc effectivement, il y a moyen de voir une tribu percer au-delà, cette tribu percer au-delà du commandeur, carrément. Puis il y a des générateurs de tokens soldats à la fois en blanc et qui créent aussi des soldats incolores artefacts. Donc ouais, il y a vraiment... il y a des pistes à explorer et là où je me serais jamais dit ça il y a un mois... là, les soldats, c'est ma cam, quoi. J'ai envie de tout apprendre et de tout faire avec eux. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de bonnes cartes qui ont ce type-là. Une autre carte, peut-être, qui t'a plu dans cette édition ? Alors, on a déjà parlé du prototype. Attends, je passe en revue. Le Geeks. Ouais, oui, effectivement. Le Praetor de Yogg-Zebul, ça a l'air d'être... Alors c'est un général, bizarrement, qui m'a donné envie de m'intéresser peut-être au Duel Commander. D'accord, ok. Parce que je trouve que c'est un général mono-noir qui peut être assez intéressant à construire dans ce contexte-là. Alors je dis ça vraiment en pure théorie. Le Duel Commander, je n'y connais rien. Mais je me suis dit... Si je devais me mettre au Duel Commander, je pense que j'aimerais bien jouer un général comme ça. D'accord, ouais, effectivement, pourquoi pas. C'est une belle carte. Déjà, c'est un personnage du lore qu'on n'avait pas en carte jusque-là, il me semble. On l'avait vu, on l'avait aperçu sur des petits bouts de cartes, mais effectivement, c'est la première fois qu'il a une carte à son nom. Il était sur plein d'illustrations, et là, du coup, on a une jolie 3-3 pour 3 Ferrition et Préator. Et du coup, il dit qu'à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à un de nos adversaires, on peut payer un point de... Enfin, il peut payer un point de vie, et s'il le fait, il pioche une carte. Donc du coup, en multijoueur, ça incite nos adversaires à s'attaquer entre eux. Et il a une seconde capacité qui dit que pour 7, dont 3 noirs, on peut se défausser de X cartes, exiler les X cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire, et on peut jouer les terrains et lancer les sorts parmi les cartes exilées sans payer leur coût de mana. Capacité un peu laborieuse. Alors oui et non, parce qu'en fait le noir c'est quand même une des couleurs où tu peux facilement faire beaucoup de mana avec Cabal Coffer plus Urborg, qui est peut-être le moyen le plus connu et que moi j'ai l'habitude de jouer. Mais après, il faut avoir les X-cartes à défausser, et en même temps, le général te fait potentiellement piocher. Il y a beaucoup de piocheurs en noir qui souvent coûtent des points de vie. Mais bon, on sait très bien que la vie, c'est une ressource comme une autre, donc c'est pas très grave. Donc, non, je pense que c'est dur à setup, mais par contre, je pense que c'est un général qui peut vraiment... retourner une game en venant manger un joueur qui s'y attendait pas, quoi. Ouais. Ok. Ouais, non, mais je suis d'accord. J'ai du mal encore à y voir les applications. Pour le moment, c'est vraiment la première capacité de mon côté qui m'intéresse. J'ai encore du mal à situer... Le côté aléatoire de la bibliothèque de l'adversaire me fait un peu peur. Et donc, j'ai un peu peur de me défausser ma main into pas grand-chose. C'est un peu risqué quand même. C'est pas faux. Et après, alors j'ai 2 autres coups de cœur. Yes. Y en a un, c'est parce que c'est une carte qui va certainement rentrer dans le premier DH que j'ai reconstruit, qui est Titania. Ouais. Et cette carte, c'est Titania. que je trouve vraiment chouette. 3-4 pour 3, c'est un super bon body.
En plus, moi, c'est un pack dans lequel j'ai pas forcément de bêtes à ce niveau-là de la curve, et avec l'endurance qu'elle a, je trouve ça vraiment cool. Donc là, c'est vraiment pour du pur jeu. Et l'autre carte que j'adore, mais là, c'est plus pour la place qu'elle a dans le lore, c'est Myrel, le bouclier d'Argive, qui est le gars sûr de Kayla au moment dans ce qui se passe après la guerre, et qui est un espèce de ranger qui fait plein de missions, qui est toujours là au moment où on a besoin de lui, trop stylé. D'accord. Et en plus, la carte est super forte. Tu peux nous dire ce qu'elle fait, la carte, du coup ? Donc, c'est une 3-4 pour 4, dont un blanc, qui dit que durant notre tour, les adversaires ne peuvent pas jouer de sort ou activer les capacités des artefacts, des créatures ou des enchantements. Ce qui fait que potentiellement, ils peuvent le faire avec des Planeswalkers au hasard ou des terrains. Et ça dit que quand Myrel attaque, on crée X11 soldats colorless artefacts, des jetons bien sûr, où X est le nombre de soldats qu'on contrôle. Donc forcément, elle va bien avec Arbin. Mais ce qui est rigolo, c'est la genèse de cette carte. Est-ce que tu la connais ? Est-ce que tu sais comment ils l'ont imaginé ? En fait, quand ils ont fait Krenko, d'accord. Tu sais, le Lord Gobelin qui met plein de gobelins. Ouais. En fait, la RD, en regardant la carte, s'est dit, bon, on a fait ça parce que ça colle bien avec le côté un petit peu horde des gobelins. Mais en vrai, ça devrait être un effet de blanc. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et en fait, depuis qu'ils ont fait ça, ils réfléchissent à comment faire cette carte en blanc avec quelque chose qui vient reconfirmer ce côté blanc. Et du coup, c'est la première partie qui est une capacité un petit peu plus dans l'esprit d'Axe, quoi. Ouais, non, mais carrément, ouais, c'est rigolo. Où est-ce que t'avais vu ça ? C'est une information que j'ai vu passer sur Twitter. D'accord. Je ne saurais plus te dire quel influenceur américain l'a dit. C'est peut-être Gavin, d'ailleurs. Mais faudrait que je revérifie, je t'enverrai la source directe. Tant qu'on parle encore un peu de soldats, il y a un land tribal soldat qui a été édité. Donc on aurait cru que ça puisse être un cycle ou quelque chose, et en fait non, pas du tout. C'est un stand-alone. C'est la tête du pont fortifié qui nous fait un mana blanc ou un mana bleu. Il arrive sur le champ de bataille à moins qu'on révèle un soldat de notre main ou qu'on contrôle un soldat. Et on peut aussi payer 5 l'engager et dire que les soldats que l'on contrôle gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ça fait plaisir. Ah, c'est carrément. Bah, pour le coup, c'est le terrain qui nous a bien montré qu'ils avaient vraiment envie de pousser les soldats. Je pense que c'est aussi le terrain qui permettait de compléter le cycle, pas complet des Penland, parce qu'on en a eu 6 qui étaient sortis sur Dominaria Uni. Donc je crois qu'ils avaient besoin d'une bicolorité en plus. Du coup, ça tombait bien. Mais ouais, c'est un super land. Moi, je trouverais ça cool qu'ils en fassent d'autres sur d'autres tribus par la suite. Ouais, comme sur Lorwyn, du coup, mais avec cette petite ligne en plus qui dit que si on en contrôle un déjà sur le champ de bataille, bah du coup, il arrive. Ouais, c'est un sacré upgrade, je trouve, par rapport au fait de top decker dans les decks tribaux. Si t'as déjà joué tous tes gobelins, que tu top ton deck gobelin, tu fais ah ouais, bon. Je suis d'accord. Bon, maintenant, moi, je fais ma liste de courses. J'en veux un loup-garou, j'en veux un esprit, j'en veux un zombie. Bon, il y a un truc qui a beaucoup dans cette édition et que dont moi je raffole et toi aussi, c'est du coup les gros mechas. On en a plein, ils coûtent très très cher, mais ils ont des effets dévastateurs. Moi je suis très content parce que j'ai un deck dans lequel ça va rentrer direct. C'est Saeli, du coup la Planeswalker qui peut être aussi commandant. Et on en parlait aussi avec les membres du Discord sur Magic C'est Chic, où on a beaucoup de joueurs de réanimateurs artefacts. Donc on est tous un peu contents parce que on a tous nos jouets apportés par le Père Noël Urza qui viennent d'arriver, et mon dévolu se jette
se jette sur tout d'abord le lisseur de Métropole, qui est une 8-8 pour 8 qui, quand on le lance ou à chaque fois qu'il l'attaque, on détruit un permanent non terrain ciblé, et son contrôleur crée un jeton Lithoforce. Et pour 8, on peut l'exhumer du cimetière. Donc sacré belle bête hachitée, qui remplace un petit peu le Météor Golem. À côté de ça, voilà, on a un petit peu des gros mechas aussi dans chaque couleur. Tu parlais de celui qui a Prototype, qui vient avec des copies, c'est pareil. On va certainement cheater ce genre de truc. Et il y a aussi, du coup, en gros artefact, le portail de Phyrexia, qui est un artefact pour 9, qui, quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie 3 créatures. Donc sur une belle partie multijoueur, ça fait du 1 pour 9, hein, mine de rien. Tout à fait. Et au début de notre entretien, on met sur le champ de bataille sous notre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Cette infection en plus de ses autres types. Donc on va pouvoir, à chaque entretien, réanimer une créature de n'importe quel cimetière, d'une autre ou de celui de nos adversaires. C'est gros. Ça coûte 9, mais c'est gros. Ouais. Et puis encore une fois, des moyens de cheater des artefacts, il y en a plusieurs. C'est une carte qui est assez impressionnante, hein. Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de decks qui vont, dans le multi, hein, bien évidemment, qui vont savoir lui trouver une place. Ouais, j'en doute pas. Moi, j'avais une question. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de la couronne de transfigurant ? Alors, est-ce que tu peux me rappeler ce qu'elle fait ? C'est un artefact qui coûte 2, qui donne à la créature équipée, donc c'est un artefact équipement, qui lui donne à la créature équipée plus 2, plus 0, et qui dit qu'à chaque fois que la créature équipée meurt, tu pioches une carte. Pour l'équiper, ça coûte 2 ou 1 noir. Alors, ça rappelle un peu quelque chose ? Ouais, je sais pourquoi tu me dis ça. Ouais, effectivement, ça rappelle un peu Pince-Crâne, hein, forcément. Au final, ça reste un sous-Pince-Crâne, et je pense que c'est vraiment un sous-Pince-Crâne. Et ça a plein de niveaux, déjà parce que tu peux pas tuer la créature grâce au -1. Tu piocheras qu'une carte au lieu de 2 sur Pince-Crâne. Ça a l'identité colorée noire, d'ailleurs ça coûte plus cher à équiper ou alors plus coloré, au choix. Un peu compliqué hein, quand même, j'ai du mal à lui voir une grande vie. Ouais, moi j'aime bien la carte parce que le Pince-Crâne, avec toute l'affection que je lui porte, c'est quand même une carte qui était assez abusée, quoi. Là, en soulignant, tu vois, toutes les différences entre les deux, tu te rends compte à quel point bien sûr. Le Pince-Crâne, quand même, ils étaient partis en roue libre. J'imagine que tu sais que le Pince-Crâne était une erreur de design à proprement parler, comme quoi le -1 ne devrait pas être un -1. Oui. Ouais. Bon. Ouais. Et d'ailleurs, cette couronne de transfigurant, c'est la couronne qu'on retrouve sur les zombies artefacts de l'édition. Tout à fait. Et tant que j'y suis, moi il y a une carte que j'aime beaucoup qui est justement un zombie artefact, c'est le transfigurant touche-fouet, qui est une 3 pour 2 qui ne peut pas bloquer. On peut payer 6 et le renvoyer sur le champ de bataille depuis notre cimetière, mettre un marqueur +1/+1 sur lui, et cette capacité coûte 4 de moins à activer si un adversaire contrôle au moins 4 terrains non base. C'est beau, ça trouvera du jeu dans un peu certainement en standard et en commandeur. Moi je vais certainement le jouer en tribal zombie, c'est à peu près sûr. Ouais, carrément. Et en même temps, je trouve que le design est élégant parce que ça en fait pas trop non plus. Je suis d'accord. C'est vrai. Je veux dire, la carte, elle est pas. Il n'y a pas marqué auto-include dessus. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont vraiment... le curseur dans l'extension est vraiment bien placé, quoi. Ah. Il y a plein de choses qui sont bien, mais c'est jamais trop. À 4 terrains non base, au moins... déjà, ça permet aux adversaires dans les formats compétitifs de tourner autour. C'est-à-dire qu'on va éviter de fetcher potentiellement dans un 4e Raveland ou quelque chose comme ça.
donc c'est pas déconnant, enfin en tout cas on peut tourner autour. Ce qui est rigolo, c'est qu'en commandeur, au contraire, ça va être très facile, mais de toute façon il va forcément être moins impactant en commandeur, donc c'est là où c'est intéressant. En fait, ce chiffre clé de 4, il est bien en fait. Il est bien. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine maturité de Fire qui est en train d'être trouvée. Donc Fire, je le rappelle, c'est un petit peu le concept de R&D de design des cartes. C'est un petit peu la mentalité avec laquelle ils designent les cartes, et j'ai l'impression qu'on atteint cette maturité où ça y est, en fait on a mis la 5ème, on est allé un petit peu en marche arrière, et là on trouvait un peu la vitesse de croisière, j'ai l'impression. Ouais. Sans basculer trop dans le power creep et sans non plus faire des extensions trop underpower avec où les gens traînent la patte pour aller ouvrir les cartes. C'est intéressant, quoi. C'est vraiment... Il y a de la place pour tout, il y a de la puissance, mais pas excessive, et c'est vraiment agréable. Ce qui me fait penser à une carte qui incarne assez bien ça aussi, je trouve, qui est la puce détraquée, pour rester dans les artefacts, qui est une 1-1 pour 1, donc un incolore, c'est une créature artefact insecte. Quand elle meurt, on gagne 2 points de vie, et pour un vert, on peut la sacrifier et exiler une cible, artefact non créature ou enchantement non créature. Bon, clairement, cette puce, elle a une cible en moderne qui s'appelle Urza Saga, ou un marteau, etc. Mais pareil, je trouve que la carte, elle est super élégante, quoi. Je suis d'accord avec toi. Enfin, en plus, c'est rigolo parce que, mine de rien, ça ressemble vraiment à une carte de side. Mais je suis d'accord qu'elle fait plein de trucs. En même temps, c'est une petite Enco, tu vois. Donc, c'est ce qu'on attend un peu d'une Enco. C'est un peu la polyvalence. Mais sur un body à 1, c'est relativement rare. J'enchaîne un peu d'ailleurs sur les Enco et les communes qui m'ont marqué, parce que c'est un petit peu ce que je relève à chaque édition. C'est-à-dire que même si le power level des rares est plutôt stationnaire, au final, c'est vis-à-vis de ces cartes-là que je me rends compte que y a quand même du power creep. Et alors je pense à une commune qui est, tu sais, Bienfait de Gaïa, qui est une éphémère pour 2, et qui dit qu'on peut mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que l'on contrôle. Elle acquiert la portée, le piétinement, la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça paye pas de mine, mais ça fait plein de choses. C'est-à-dire boost. Il y a beaucoup de texte. Boost, capacité d'évasion et protection. C'est un gros trade sur une commune. Enfin, je trouve ça. Enfin, je trouve que c'est impressionnant, et en fait c'est un design qui existait mais pas avec autant de choses et pour si peu de mana. Ouais, carrément. Et puis comme tu le dis, en fait le truc c'est que la carte elle va dans les deux sens, quoi. Elle va à la fois dans l'agression et dans la réaction, et ça c'est vrai que c'est la première fois que ça va autant partout, entre guillemets. C'est ça, ça peut... Alors moi j'y vois forcément les applications en commandeur, mais ça peut faire passer ta créature, ça peut surtout la protéger, c'est surtout ce qu'on va attendre de cette carte là, mais le fait qu'elle soit bonne dans plusieurs configurations fait que moi je vais certainement la rentrer dans Tovolar par exemple, où le deck est très très dépendant de ton commandant, et le piétinement c'est un truc que t'aimes bien donner à tes bêtes en instant, surtout quand elles te font piocher quand elles contactent. Donc j'aime beaucoup cette petite carte là. Et une autre petite carte que j'aime bien, c'est la matrice de symétrie, qui est un artefact pour 4 qui dit qu'à chaque fois qu'une créature avec une force égale à son endurance arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on peut payer 1 et piocher une carte. Ouais, c'est vraiment pas mal. En fait, c'est un artefact qui est là pour faire piocher les couleurs qui ont simplement du mal à piocher. Mais sur une commune accessible, je trouve ça chouette. C'est une Enco par contre. Ouais, pardon.
Une Unco, excuse-moi. Et Mais c'est vraiment très bien quoi qu'il arrive. ça fonctionne avec les jetons. Donc, tous les decks jetons à base de blanc, à base de rouge, qui ont un peu du mal à piocher forcément. Bah, à chaque fois que t'as un truc qui va toucher le champ de bataille, tu vas pouvoir payer un, piocher une carte. Moi, je trouve ça quand même relativement très honnête. Hein. Carrément. Une autre carte aussi qui fait piocher en blanc, c'est un enchantement. Accueil de Tokasia. Ah oui. Qui, pour 3, nous dit que à chaque fois au moins une créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, on pioche une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une fois par tour. Qu'est-ce que t'en penses de cet enchantement ? Eh ben, c'est l'écho de la... Ah, j'ai peur de me tromper sur le nom. La carte qui était sortie en Innistrad l'an dernier, Vampire Accueillante. Il me semble que c'est Vampire Accueillante, oui. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve la carte assez cool. Elle est pas dégénérée. Après, elle peut être utilisée aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux l'utiliser qu'une fois par tour, mais tu peux aussi flasher des bêtes durant le tour adverse. Encore une fois, on est dans cet équilibre qu'on n'arrête pas de défendre depuis tout à l'heure dans l'extension. C'est le bon prix, c'est le bon type de permanent. C'est une carte qui va être bien dans certaines configurations. Il y a des decks où elle ne trouvera pas d'application. Donc c'est pas un auto-include et en même temps c'est un bon ajout pour certains jeux. Moi j'aime beaucoup ce type de carte. Alors ouais, à la différence que Vampire Accueillante, bon certes c'était une 2-3 vols, ok. Vampire Accueillante, il fallait que la force soit inférieure ou égale à 2. Voilà. Oui. Donc un petit step up sur une carte qui cette fois n'a pas de body. Non, je trouve ça entendable. C'est toujours un peu compliqué de piocher en blanc, mais du coup voilà, ça va certainement nous faire piocher au moins une fois par tour. Moi le souci avec ce genre de cartes, c'est que j'ai tendance à les comparer à... Alors pour le coup, surtout avec le prisme du commandeur, j'ai tendance à la comparer à Phyrexian Arena, où en gros, pour le même prix, ça risque de te faire globalement le même effet, mais sauf que c'est très conditionnel. Donc du coup, forcément, je la trouve pas si bonne que ça. Je me vois pas la jouer en dehors d'un deck où vraiment je galère à trouver des slots pour piocher, quoi. Ouais, après, pour le coup, moi, c'est une carte que je trouve bien dans Millicente. Pour citer un deck que nous partageons avec Bambichon. Ouais. Parce que du coup, tu joues des bêtes qui coûtent moins de 3. Tu joues des bêtes pendant les tours adverses. Donc, je pense que c'est vraiment le type de deck dans lesquels cette carte, elle va trouver son équilibre parfait, entre guillemets. D'accord, ok, oui, de toute façon. Où elle va avoir son meilleur rendement. Voilà, c'est ce que je cherchais. D'accord. Oui, effectivement, dans Mélissande, ça a du sens. Après, voilà, dans Mélissande, t'as quand même déjà un peu du bleu, donc pour piocher, c'est pas trop compliqué. Je pense notamment à tous les enchantements du type Bidon-Tassa. Oui. C'est compliqué de voir à quel point ça peut passer le cut. En tout cas, bon, ça reste quand même un atout en plus. Typiquement, je la vois plus dans des decks Boros, un peu go wide. Qui galère à piocher. Certes, en flash c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est là et c'est un petit atout supplémentaire. Est-ce que tu as eu l'occasion de lire le nouveau cycle des commandements ? Celui où il y a marqué éphémère, forcément, je le trouve mieux. Tu m'étonnes. Mais est-ce que c'est lié au fait que ce soit dans ma couleur préférée à Magic ? Bon, voilà, il y a peut-être il y a peut-être un cumul de choses. Non, c'est des commandements que je trouve limite un peu nerfés par rapport à d'autres. Et qui permettent pas de compenser ceux qui étaient un peu faibles déjà. Je suis d'accord. En fait, ça ressemble vraiment à des... pour le coup, ça ressemble vraiment à des cartes de commandeur.
là où j'ai du mal à les voir briller dans d'autres formats. La blanche, par exemple, coûte 3, elle nous permet de faire une de deux. Alors, chaque commandement nous permet du coup de choisir 2 parmi toutes les propositions qu'elles ont. Donc là, pour par exemple le commandement de Kayla pour 3, nous permet de choisir 2 parmi les capacités suivantes. Donc créer une 2-2 artefact construction, mettre un marqueur +1/+1 sur une créature qu'on contrôle et lui donner la double initiative jusqu'à la fin du tour, chercher dans notre bibliothèque une carte de plaine et la mettre dans notre main, et gagner 2 points de vie et faire un regard 2. Mine de rien, pour 3 par exemple, tu peux faire une 2-2 et aller chercher une plaine, donc techniquement tu auras fait du 2 pour 1, ce qui est relativement correct pour 3 mana. Ouais, carrément. C'est pas trop mal. Et puis... Moi, ce que j'avais bien aimé dans la bleue, c'est qu'elle était assez différente de ce qu'on a d'habitude dans les cartes du genre en bleu. Mm-hmm. On peut penser forcément à Commandement Cryptique, mais aussi plus récemment Sublime Épiphanie. J'aimais bien le fait que la carte permette de ramper en créant un jeton Lithoforce, puis la petite orientation Arthos forcément. Voilà, moi c'est ça qui fait que j'avais préféré celle-là, mais il me semble que la noire est assez forte aussi. Ouais, la noire est pas mal, et je pense que, à titre personnel, c'est certainement ma préférée du cycle. C'est Commandant de Jix, si je dis pas de bêtises. Commandement de Jix, tout à fait, qui coûte 5 et nous permet donc toujours de choisir 2 entre les capacités suivantes, mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature et elle acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour, détruisez chaque créature de force inférieure ou égale à 2, renvoyez dans notre main jusqu'à 4 cartes de créatures depuis notre cimetière, ou enfin, chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Ça fait des choses, hein. La première capacité est peut-être un peu anecdotique. En tout cas, les trois autres, c'est sexy. Anecdotique, oui et non, parce qu'en fait, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, elle apporte quelque chose, elle vient compenser ce que le noir a tendance à faire. Le fait qu'elle donne le lien de vie, en fait, c'est cool, parce qu'on a plein de sorts en noir, de pioches ou de tutos qui viennent les drainer les points de vie. Donc ça peut aussi te permettre d'équilibrer, en fait, à un moment de la partie où tu es peut-être descendu un petit peu trop, de reprendre un petit peu de marge. Mais ouais, pour le coup, en fait, celle-là, c'est peut-être celle qui remplace le mieux sa prédécesseuse, parce que le commandement noir précédent, il est vraiment pas bien, quoi. Dans les gros stars de l'édition, on a en vert la mythique Éveil des Bois. Donc gros rituel mythique qui coûte X et de vert, qui nous dit de créer X jetons de créatures terrain 1-1 vert forêt et dryade. Ça paraît gros quand même. Ouais, il va y avoir trop de choses dégénérées à faire avec. Le premier truc auquel je pense, c'est forcément Landfall. Ouais, tout à fait. Si tu commences à payer 7 et déclencher 5 triggers de Landfall, ça commence à être très très fort. C'est une carte qui me fait un peu peur quand même, mine de rien. Enfin, en tout cas, au niveau de sa cote sur le marché secondaire, j'en suis à peu près sûr. Ouais, et puis là, je pense potentiellement, on peut arriver malheureusement assez facilement à ce type de cartes qui peuvent gâcher le plaisir d'une table. C'est possible. Je pense vraiment il y a des setups où ça va être l'équivalent d'un Crater of Behemoth. Savoir tout le monde était bien en train de se battre, c'était équilibré, puis d'un coup, c'est une carte qui dit c'est fini. Il y a des situations où j'aime bien ce genre de carte parce que par moment c'est bien de finir les parties pour en recommencer une nouvelle. Mais je pense que ça peut être une carte qui peut générer des frustrations à des tables. D'accord. Ouais. Après, je me demande si c'est peut-être pas lié à Landfall en général, où c'est compliqué d'interagir avec les landes. C'est pas toujours hyper bien vu, en tout cas quand on parle de gestion de landes de masse surtout. Donc
forcément, c'est un peu problématique. Mais bon, en fait, je pense que quoi qu'il arrive, ça renforcera pas nécessairement plus que sa Landfall qui était déjà très très fort. Oui. Voilà, c'est une grosse carte et donc faut l'attendre un peu au tournant. Après, moi, ce que j'aime bien pour rester dans le vert, c'est que je m'étais mis dans mes petites notes, et je pense que c'est bon pour glisser, c'est que c'est quand même la carte, c'est quand même la couleur, pardon, dans laquelle nous avons les 2 cartes les plus mignonnes. Alors, il y en a une de mémoire, je crois savoir laquelle c'est, ça doit être Disparition de l'Histoire. Oui, tout à fait, qui est une bonne carte de commandeur en plus, celle-là. Et la seconde, au pif, je pense que je dirais la guivre rare. La guivrette qui fait ses dents, oui. Ouais, elle est chouette, c'est une guivre 1-1 pour 1, donc oui. Verte, et elle a le contact mortel tant qu'on contrôle au moins 3 artefacts, et à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on gagne 1 point de vie. Si c'est la première fois que cette capacité se résout, on lui met un marqueur +1/+1. Le design est super. Bon, il réclame d'avoir du setup autour, mais je trouve la carte vraiment trop bien. Et en plus de ça, c'est une illustration d'un de mes illustrateurs préférés, qui est Esper Hastings. D'accord. Qui a déjà fait beaucoup d'illustrations pour Magic, mais qui notamment a fait des ondins assez fabuleux. Qui avait déjà sévi en vert, vu que c'est lui qui avait fait Ayula, Reine des Ours. C'est lui qui a dessiné aussi Boggles, si vous l'avez en tête. Il fait des loups-garous, il fait... Voilà. Il avait fait la dernière version de Bitter Blossom, et c'est aussi celui qui a dessiné ce cher Fubbletop. Ah ouais. Il a fait de belles choses, hein, effectivement. Et donc du coup, Disparition de l'Histoire, c'est un rituel quant à lui qui coûte 4 et qui dit que chaque joueur qui contrôle un artefact ou un enchantement crée une 2/2 ours, puis ensuite on détruit tous les artefacts et tous les enchantements. Donc Vras verte. Ouais. Pour des éléments qu'on a un peu plus de mal à gérer, hein, en EDH multi, c'est vrai que c'est toujours un peu un crève-cœur de dédier des slots pour gérer ces permanents-là, pour des cartes qui n'auraient que ça. Donc c'est vrai que là, pour le coup, permettre de tout gérer en une seule carte pour un coup de 4, qui est le coup habituel des Vras, c'est quand même très agréable. Il y avait un truc comme ça qui existait en Ravnica 3. C'était une éphémère, sauf qu'on faisait des centaures proportionnellement au nombre de permanents qu'on avait détruits. Donc ça pouvait être un peu moins bien, mais ça avait cet avantage d'être éphémère. Oui, tout à fait. Là, pour le coup, bah voilà, c'est juste une de 2, donc c'est cool. Donc, bon, facile à gérer. Ouais. Une autre petite Vras qui pour le coup risque du voir du jeu en commandeur aussi, c'est Fin de la Fraternité, qui est un rituel rouge pour 3 mana, qui dit qu'on choisit parmi les 2 capacités suivantes. On inflige 3 blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker, ou alors on détruit tous les artefacts avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Je pense que ça va voir du jeu. Ah mais ouais, cette carte-là, elle est parfaite en fait. Elle reprend d'anciennes cartes comme Anger of Gods, et en fait elle vient les amener au niveau de maturité qu'a apporté le jeu désormais, en pouvant toucher aussi les Planeswalkers. Je pense qu'il y aura d'autres... c'est une carte qui sera forcément... qui trouvera des applications en standard. J'irai pas en pionnier aussi. J'irai pas jusqu'à dire que ça ira jusqu'en moderne, mais en vrai, ça pourrait quand même rentrer dans certains packs. En moderne, peut-être, certainement plutôt en side. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, enfin, puis dans un standard où on risque de voir pas mal d'artefacts avec cette extension et les suivantes, c'est une carte qui risque de voir du jeu.
Une autre carte qui risque de voir du jeu dans pas mal de formats, c'est le cerveau de pierre. Je me demande... Alors c'est rigolo, tout le monde en parle de cette carte et je me demande si c'est pas un running gag. Bah, pour le coup, en commandeur, non. Mais par contre, dans les formats construits à 60 cartes, la carte, elle répond à des stratégies unfair. Pour 4 mana, c'est beaucoup. Mais elle peut se main decker, elle peut se tutoriser avec le Karn de War of the Spark. Donc je pense que ça risque d'ailleurs de faire disparaître Karn du pionnier. Ah, tu veux dire le faire ban ? Oui. D'accord. Donc le cerveau de pierre, du coup pour les auditeurs, c'est un artefact qui coûte 2. C'est un artefact légendaire. Il coûte 2. Alors, il a une capacité qui, pour 2 et en l'engageant, on peut l'exiler. Choisir un nom de carte et chercher dans le cimetière, dans la main et dans la bibliothèque d'un adversaire jusqu'à 4 cartes de ce nom, les exiler. Et ce joueur mélange puis pioche une carte pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière, et on peut utiliser cette capacité seulement en rituel. Donc en gros, ça, c'est un effet qu'on connaissait déjà, mais qui était plutôt sur des sorts noirs. Bleu-noir, ouais. Ego à la dérive, on va dire, dans les derniers. Enfin, moi, c'est la première carte que j'ai jouée qui avait cet effet-là, c'était Ego à la dérive. Mais on a Necrodémence aussi. Qui est peut-être un petit peu plus récente et qui est jouée actuellement en moderne. Là, en fait, le fait que cette carte-là, elle soit incolore, déjà, elle rentre dans tous les decks. Et c'est un nom de carte, c'est pas une carte non-créature. Donc, on peut citer des terrains aussi. Mais on est limité à 4, donc on peut jamais virer toutes les forêts du deck d'un joueur. D'accord. Mais du coup, ouais, c'est une carte qui s'annonce déjà très polyvalente. Après, c'est une carte de réponse. Donc, bon, ça fait que c'est pas... Il y a des stratégies qui ne veulent pas avoir ce genre de carte, mais il y en a qui vont vraiment la valoriser. Aller chercher tous les Valakut ou tous les titans primitifs. Je venais d'y penser pendant que t'en parlais. Effectivement, virer Valakut, ça paraît hyper fort. Donc oui, c'est pour ça que la carte, elle a effectivement fait couler beaucoup d'encre. Et là, on est hors EDH, mais je pense qu'en construit, on va beaucoup l'avoir. Ouais, c'est pas déconnant, effectivement. Autant pour moi. Et puis j'avais pas tout de suite pensé à Karn. Ouais. Bon, je te propose de passer un petit peu au point suivant. Alors, au-delà de notre ami soldat légendaire, est-ce qu'il y a un autre commandant qui tenterait à builder de loin ? En fait, j'ai volontairement pas regardé les listes des deux généraux parce que je vais peut-être m'en faire offrir un des deux. À Noël, donc pour avoir la surprise, parce qu'en plus tu sais, comme il y a tout qui est en hold frame, même si en général j'aime pas trop le hold frame, sur les artefacts je trouve ça génial. Ouais, je suis exactement comme toi, c'est-à-dire que c'est vraiment sur les artefacts je trouve ça très joli, et après je suis un peu plus mitigé. Du coup j'ai pas regardé les listes, elles sont peut-être pas aussi bien que ça, mais bon, je te dirai rien alors. Mais sinon, sinon, dans le set en soi, il n'y a pas un commandant qui te chauffe plus que ça, à part du coup Arbin. Non, ouais. Il y a leur mentor aussi, Tokasia. Mais en fait, j'ai un problème avec ce Tokasia. C'est qu'à la fois, je le trouve hyper intéressant. Parce que assez différent de ce qui est proposé en Bant d'habitude, et en même temps les decks Bant, j'arrête pas d'en construire et d'en déconstruire. Le dernier en date, j'ai fait Perry. Les 2 fois où je l'ai joué, le deck n'a rien fait, donc je suis peut-être mauvais à construire des decks Bant et il faut peut-être que je renonce. Non, pour ta défense, c'est une combinaison de couleurs qui est pas très bien desservie
hormis quelques exceptions, je pense à Shulein, c'est-à-dire que soit on a des commandants qui sont très 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 forts, soit on a des commandants qui sont pas très ouf. Et donc du coup c'est toujours compliqué à builder, d'autant plus que là Tokasia, mentor du site de fouille, ça c'est autour des artefacts et c'est pas forcément les couleurs qu'on attend à ce niveau-là. Donc du coup c'est une humaine et artificier, 4-3 pour 4, qui dit que les créatures que l'on contrôle ont la vigilance et on peut les engager pour surveiller un. Elle a une seconde capacité qui, pour 2 incolores, 2 verts, 2 blancs, 2 bleus, et en l'exilant du cimetière, on peut renvoyer sur le champ de bataille depuis notre cimetière n'importe quel nombre de cartes d'artefacts avec une valeur mana totale inférieure ou égale à 10. J'ai réussi à reprendre mon souffle. Je sais pas, je suis mitigé sur ce design, déjà parce que sa seconde capacité est activable que quand elle-même est au cimetière, donc ça me fait poser la question de à quelle occasion on la met au cimetière. Après, ça semble être un deck qui a une volonté de faire de la réanimation, que ce soit pour cette capacité ou par le fait qu'on peut donner surveille à nos créatures. Forcément, ça me rappelle Netroy qui faisait à peu près la même chose, mais avec les bêtes. Oui. Qu'il faisait mieux. Ouais, il fait. Ah, quoique Netroy, il le faisait sur sa capacité de cast. De mutation. De mutate, et donc du coup, sur un removal, l'effet se faisait pas. Donc c'était un peu compliqué. Après, il coûte cher. Après, moi, c'est un de mes decks préférés. C'est un de mes decks que je joue rarement, que je fais jouer aux autres et qui poutre tout le monde quand il le joue. Donc je me dis, je suis un bon constructeur de deck. Ouais, j'ai du mal à voir ce qu'on peut faire de cette Tokasia, je dois t'avouer. Moi, c'est justement, il y a un côté mystérieux, tu vois. Je me dis, il y a des trucs à trouver, il faut creuser. Et sinon, mais après c'est un gros problème, je reste un peu sur la même base de couleurs. Il y avait Tavnos, pardon, en français. Le Toymaker en anglais, j'ai plus le nom en français. Le fabricant de jouets. Tout simplement. Parce que il a ce côté tribal, absurde, genre les bêtes et les oiseaux. Genre qui n'est pas forcément les tribaux auxquels tu penses spontanément. Ouais, mais surtout quand tu penses à un artificier, ouais. Mais le problème, c'est que j'ai déjà construit l'IR sur Dominaria Uni, que j'ai déjà rachemi et qu'il faut que j'arrête de faire des générosimiques, quoi. Ouais, moi ce Tavnos, il me fait penser à Volo Guide des monstres. Hormis que Volo, il faut que tu aies des types différents sur le champ de bataille. Ici, on se concentre que sur les bêtes et les oiseaux. Ce qui me déçoit un peu, c'est que c'est un gros payoff, mais c'est un gros payoff qui coûte 5 mana. Donc, je sais pas, après. C'est comme sous les decks tribaux, il faut voir à quel point c'est soutenu. Bête, c'est un type qui est très soutenu, donc il y a certainement moyen de faire des choses. Oui. À voir. Et toi, de ton côté ? Alors, moi de mon côté, comme je te disais, j'ai un deck Saeli qui va certainement step up, mais je me disais que j'avais peut-être envie de me faire de le casser pour monter l'Urza du deck préconstruit. C'est un peu compliqué, dans ma tête. J'hésite encore, je dois t'avouer que je suis un petit peu entre les deux. Par contre, j'ai des petites déceptions, notamment, alors je sais pas si tu l'as vu passer, c'est une créature couleur Jeskai qui s'appelle l'Archimandrite. Ah oui. Qui est une créature légendaire qu'on peut se procurer que dans les set boosters et dans les collector boosters. Tout à fait. Et qui a le problème un peu de tous les généraux GSK, je pense qu'on est d'accord là-dessus, qui est que c'est
ultra orienté comme build. Ouais, et alors j'ai un gros problème avec ce design. J'adore les decks tribaux, c'est vraiment ma cam. Et donc du coup, voilà, c'est même une chose que je m'inflige, c'est-à-dire que j'essaie de trouver des thèmes à mes decks un petit peu pour nerfer le build. Et donc du coup, j'ai vu un petit peu à la manière de partie un commandant multi-type, et je me suis dit, oulala, ça c'est pour moi. Donc hop. Je regarde, ça coûte 5, c'est une 0,5. Bon, ok. Au début de notre entretien, on gagne X points de vie, X étant le nombre de cartes dans notre main, moins 4. Bon, ok, d'accord. À chaque fois qu'on gagne des points de vie, chaque conseiller artificier et moine que l'on contrôle acquiert la vigilance et gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné. Et enfin, elle a une dernière capacité qui dit qu'on peut engager 3 conseillers artificiers ou moines et piocher une carte. Alors moi j'ai un gros problème du coup avec ce design, c'est que en soi, dans les 3 types, il y a quasiment aucune créature qui permet de faire gagner des points de vie le tour où elle arrive. Le tour où le commandant arrive. Donc ça veut dire que grossièrement, la deuxième capacité ne se déclenchera a priori pas, ne serait-ce qu'avec une créature parmi les 3 tribus. Et ça, c'est un truc qui m'embête vraiment, parce que du coup, on risque d'avoir un commandant qui va pas faire grand-chose le tour où il arrive. Ah ouais. C'est-à-dire... Et ça, je trouve ça vraiment dommage pour une créature qui a déjà pas de force de base. Ouais, j'avoue. Et donc du coup, en fait, ça lui fait... En fait, elle a plein de... Il y a une bonne idée, mais il y a plein de petites downsides. C'est-à-dire que... Alors je pense que le principal problème de design, il vient du fait qu'on essaye de faire un truc gain de points de vie avec 3 tribus qui en ont pas grand-chose à faire. Artificier et conseiller, les gains de points de vie, ils s'en fichent complètement. Et les moines, un petit peu sur Tarkir, mais ils en font pas vraiment gagner à proprement parler, ou alors sur des ETB ou sur des choses un peu comme ça. C'est vraiment dur à mixer, et puis c'est une créature qui a pas de force et qui a pas d'impact, et du coup je me suis grave refroidi, donc grosse déception de ce côté-là. Moi, après, je vais un peu faire... ça va être mon moment grogne. C'est toutes les cartes qu'on peut avoir dans les boosters d'extension. Ouais. À la fois, je vais plutôt bien les aimer, et en même temps, ça m'agace un petit peu. L'elfe druide 3-4 qui transforme tous les lands que tu contrôles et dans ta librairie en basique. À la fois, je trouve ça cool de plus se faire punir par Blood Moon ou Prix du Progrès. Et en même temps, la partie où c'est la même chose dans ta bibliothèque, ça rend complètement fumé tous les tuteurs de basique, quoi. Comme... Pardon, vas-y. excuse-moi. Non, vas-y. Vas-y. D'accord, ok. On en parlait aujourd'hui du coup avec les membres du Discord Magic C'est Chic. Moi je mets une pièce sur le fait que cette carte-là est surcotée. Il y a une surhype pour moi autour de cette carte. Je pense vraiment que l'idée d'aller de faire notre cultivate et d'aller chercher 2 landes qu'on veut dans notre deck, je pense que c'est très surévalué, dans la mesure où rien que les bonnes cartes qui font ça toutes seules, elles ne sont quasiment pas jouées. Et alors là, on nous propose une carte qui, combinée à une autre, fait cet effet tutorland. Je pense du coup que c'est surévalué, malgré que ça soit sur une créature qui a un chouette type. Typiquement, je pense à une carte qui s'appelle Pierre's Whim, qui pour 4 est un rituel, qui dit que en gros on choisit ami ou ennemi, et que chaque joueur qu'on a désigné comme ennemi sacrifie un artefact ou un enchantement, et nous on va tutor un land, n'importe lequel, et on le met en jeu. Cette carte là typiquement c'est une carte qui est très sous-jouée,
c'est une carte qui va faire removal chez chaque adversaire, et chez nous va nous faire tutor n'importe quel land et le mettre en jeu. Donc elle va nous faire aussi ramper. Et cette carte-là est déjà pas jouée, alors donc du coup quand on me propose cet elfe-là, qui fait un effet strictement moins bien, mais en combinaison avec une autre carte, bah ça m'intéresse pas plus que ça. Ok, j'entends assez bien tes arguments. Et Après, forcément, avec une combinaison avec un gros rituel qui dit aller chercher, je sais pas, 10 basiques, ou aller chercher plein de basiques d'un coup et mettez-les tous sur le champ de bataille, bien évidemment, ça fera des gros trucs. Mais pour moi, ça fait pas... Tu vois, typiquement, la carte aurait été autre chose que vert, et j'aurais fait waouh. Mais en fait, elle fait un truc que déjà, il y a plein de cartes qui font toutes seules vachement bien, quoi. Donc, tant qu'à faire, autant enlever effectivement cette deuxième partie de capacité qui parle des terrains de base dans la bibliothèque, et on lui donne un coup de mana vachement bas. Ouais, on la met à 2 ou voilà. 3. Là, en soi, elle me fait pas plus rêver. J'ai l'impression qu'il y a une sur-hype, ou alors c'est moi qui ai pas vu quelque chose. Mais là, comme ça, elle ne m'émeut que peu. La Titania, je la trouve feignante. Dans la façon dont ils l'ont conçue. Je trouve que elle est trop au croisement de plein de choses. Et à la fois trop complémentaire et en même temps, du coup, je sais pas. C'est vraiment, je regarde la carte, je me dis mais, tu vois. Je suis d'accord. C'est un peu de l'overkill par rapport à la Titania précédente. À la fois, elle vient bien la compléter, mais elle vient limite trop bien la compléter. Du coup, c'en est presque décevant, je trouve, cette carte. Ouais, enfin, comment dire, c'est un mix-up de ce que faisait déjà Titania V1. Ouais, je sais pas, de toute façon, enfin, Landfall Forêt pour mettre un body... Est-ce qu'on a envie de payer 6 pour faire ça ? Je suis pas convaincu. Oui, ça fait plein de choses, mais je suis mitigé. Tu vois, c'est pareil, vous pouvez jouer les forêts depuis votre cimetière. Globalement, des forêts dans le cimetière, c'est relativement compliqué à mettre. C'est-à-dire que dans le cimetière, on va avoir des fetch, on va avoir des fable passages, on va avoir plein de landes dans le cimetière, mais globalement, des forêts en soi, c'est un peu compliqué de base en tout cas, malgré que ça trouve des capacités. Zuranorb, Scape Shift. Mais voilà, est-ce que pour 6, t'as envie de faire un truc qui t'emmène pas nécessairement. Enfin, t'as plein de trucs qui font la même chose et qui coûtent beaucoup moins cher. Vraiment, moi je trouve cette carte, elle était pas nécessaire et elle amène pas grand-chose. Non, mais je crois qu'on a à peu près le même avis. Ouais, d'autant plus que pour la dernière édition, c'est dommage. C'est dommage. On avait déjà eu une créature légendaire qui faisait des blaireaux sur les landfalls. C'est vrai. Qui pour le coup, que j'apprécie un peu plus, parce que pour le coup, elle a des statistiques proportionnelles au nombre de terrains qu'on contrôle. Voilà, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une redite, c'est un peu triste. Sinon, il y a une carte que j'aime beaucoup, dont j'aimerais te parler. Alors, je suis désolé, je vais te spoiler une des cartes des préconstruits, mais je la trouve vraiment chouette. C'est Sanuel Asvengeur, qui est une créature légendaire blanche, humaine et pilote pour 2. C'est une 3-1. Ok. Et elle dit que tant qu'une créature artefact que l'on contrôle attaque, on prévient toutes les blessures qui devraient être infligées à Sanuel. À chaque fois que Sanuel devient engagé, on exile les 6 cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut lancer un sort de véhicule ou de créature artefact parmi elles, puis mettre le reste en dessous de notre bibliothèque. Ah ouais, elle est très très cool. Ouais, je la trouve vraiment très très cool. Enfin, c'est une créature blanche avec 3-1 pour 2. Donc 2 pour un commandant, c'est plutôt chouette, et qui permet de faire du CA chaque tour, et derrière sur des phases d'attaque positives, parce qu'elle prendra pas de blessure. Moi je la trouve vraiment cool. Hein. Ouais, carrément.
Ouais. Et puis, pour le coup, je pense que j'ai vu cette illustration-là parce que Samuel fait partie des personnages qu'on croise Ah ouais, dans le, d'accord. dans. Je vais te spoiler un petit peu l'histoire parce qu'on va pas tout mettre dans le fait ou fiction. Parce qu'en Mhm. fait, le fait ou fiction, dans les faits, il y a 3 chapitres uniquement qui reprennent la suite de l'histoire. D'accord. Et les 5 chapitres dits de l'histoire principale, on a pas mal de temps sur la postérité, en fait, sur les conséquences de la guerre. Hmm. D'accord. Voilà. Ok. Et aussi sur comment on est arrivé à la guerre et sur ce qui s'est passé avant. Et Samuel, en fait, fait partie de ces histoires-là, qui ne font pas du tout intervenir les héros qu'on suit d'habitude. Ok. Et tant qu'on parle du lore, j'aurais bien aimé, et tant que je te tiens d'ailleurs, j'aurais bien aimé connaître un peu tes théories sur la suite du lore à travers les prochaines extensions. Bah alors, il y a... je vais te spoiler, mais c'était déjà dans la vidéo qu'on avait fait avec Alvar sur les 10 points à retenir sur le lore qui arrive en 2023. Donc on a eu la confirmation là dans les chapitres, mais bon, on avait déjà eu l'info par le livre, que les Phyrexians cherchent à créer un arbre comme celui de Kaldheim, mais à travers tous les plans, qui Mhm. trouverait ses racines du coup dans la nouvelle Phyrexia pour pouvoir envahir les plans plus facilement, ce qui remplacerait en fait les, les vaisseaux portails qui existaient à l'époque. D'accord. Et, et là, en fait, il y a plein de choses qui sont en question. Euh, Parce que Teferi n'est pas revenu de son voyage, pour l'instant. On ne sait pas où il est. Mais on Mhm. sait qu'il va revenir parce qu'on l'a vu sur les arts promotionnels. Euh, Karn n'a pas encore été complété, mais il apparaît de manière assez étrange. Et en fait, un des personnages là qui vient de prendre un sacré coup de boost qu'on attendait depuis pas mal de temps, mais où on ne sait toujours pas ce vers quoi il se dirige, c'est Tézéret. Hmm. Ouais, bah ça, ouais, c'est un personnage pour le coup, on sait pas, c'est pas vraiment de quel côté il est, parce que bon, il a l'air de taffer un peu pour les Phyrexians et en même temps, bah, il a pas été complète, enfin, il a pas été complete par, par les Phyrexians. Il est du Rabrasque, on sait pas tout à fait aussi si Si les gens... s'il bosse avec les autres prédateurs ou pas. Non, et en fait, là, on apprend que forcément, il veut récupérer quelque chose dans le deal, Tézéret. Il a Mhm. un deal avec les Phyrexians, mais bon, il est en train de se rendre compte que Eleshtan a peut-être bien prévu de lui faire à l'envers. D'accord, ok. Il y a un duo assez improbable du côté des gens, enfin des gentils, du côté des Planeswalkers, qui n'est pas dans l'histoire en tant que telle, mais il y a une histoire qui est autour d'Elspeth. Il y a tout un chapitre qui est autour d'elle qui sera, lui, dans le résumé, qui est parsemé, tout ce chapitre, en fait, d'une lettre, qui est une véritable lettre d'amour qu'il lui a envoyée, qui revient sur toute son histoire. Est-ce que tu arriveras à deviner, est-ce que tu as lu qui lui envoie cette lettre Ah, assez étonnante? je sais absolument pas. Alors, si c'est. Alors, soit c'est un personnage de Mirodin, soit c'est un Planeswalker. Oui, Euh, deuxième solution. D'accord, alors c'est un Planeswalker. Alors, je sais qu'il y a eu une interaction entre Ashiok et Elspeth, mais Et ben c'est lui, ah, c'est. Pardon, c'est exactement Ashiok et lui. Leshnorn. Ah ouais, d'accord. En fait, donc Ashiok a eu une interaction avec Eleshnorn et là il lui écrit en fait une lettre dans l'après où Hmm. il la remercie parce qu'en fait faire vivre un cauchemar au pire des cauchemars, ça a été la meilleure expérience de sa vie. Le sadomaso ultime. D'accord. Ok. Donc non c'est plutôt cool et en fait là on a l'histoire elle nous donne enfin
la nouvelle mouture des Avengers, on va dire, les nouvelles sentinelles. Et ce qui est assez cool, c'est que c'est assez concentré, c'est-à-dire que tu vois tous les personnages, là il y en a qui ne sont pas, comme je disais, dans l'extension, mais qu'on voit revenir, des personnages comme Jace, des personnages comme Nissa, des personnages comme Chandra, et du coup c'est très intriguant sur ce qui va se passer par la suite, quoi. Comment ça va s'organiser. En plus, on sait qu'on a plusieurs extensions qui vont nous apporter qui vont être sur le thème des Phyrexians. Donc, il y a un moment, ils vont gagner. Donc, ils vont réussir à mettre en place ce fameux arbre. Et après, en fait, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que les Phyrexians vont rester... Moi, je vois bien un truc où, en fait, les Phyrexians restent un plan impérial qui a été repoussé, mais qui disparaît pas avec la fin du grand arc Phyrexian, tu vois. Bon, de toute façon, je me doute que le silex d'Urza, ça va foirer. J'en suis à peu près sûr. Alors, ça me paraîtrait trop facile qu'ils réussissent avec ça. Il y aura un 3e silex. En fait, ils ont fait le silex de Karn. Il y a le silex d'Urza, là, qui est celui de l'extension que découvre Teferi. Et on va voir le silex de Saïli, mais en même temps, la personne qui va pouvoir utiliser le silex, c'est pas Saïli. D'accord. Et ça, je t'en dis pas plus pour pas spoiler non plus tout le... D'accord. Bon, tu mettrais une pièce... Comment tu penses qu'on va se débarrasser des Phyrexians? Moi, je pense à un petit twist, parce que c'est Eleshnorn, Elspeth qui est censé être l'arc-ennemi d'Eleshnorn. Moi, je pense que ce sera quelqu'un d'autre qui aura les actions décisives qui permettront... et je pense qu'en fait, on va peut-être se débarrasser d'Eleshnorn, qui est tout en haut de la pyramide, qui a réussi à se hisser en haut de la pyramide et au-dessus des autres Praetors, mais c'est pas pour ça qu'on va se débarrasser de tout le monde. Moi, je vois bien une extermination... une extermination très large, mais qu'à la fin il nous reste un Planeswalker parachevé qui sévit après l'hécatombe phyrexienne. Potentiellement plusieurs, c'est une théorie que j'avais déjà exposée. Moi je vois bien une espèce de, un petit peu comme une ligue d'injustice ou de Dark Sentinel. Je vois bien une équipe de Planeswalker méchants. D'accord, ok. Mais en même temps, là, on nous glisse aussi que, au fond, malgré le parachèvement, les Planeswalkers existent. Leur identité initiale existe toujours au fond d'eux, prisonnière. Donc, il va y avoir peut-être un arc. Peut-être pas si long de Phyrexian, il y aura peut-être un arc pas si long de Planeswalker parachevés, mais on va peut-être trouver rapidement comment faire revenir. Est-ce qu'ils vont tous revenir, pas revenir? Je sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse le ménage là aussi. Qu'on fasse mourir des légendes, qu'on fasse mourir d'autres Planeswalkers. Les personnages un peu anciens. Moi, je pense que Karn va y passer. Moi, je reste là, au vu de ce que j'ai lu, même si on n'en sait pas plus, je reste sur l'idée que c'est lui qui va reprendre la nouvelle Phyrexia à terme. D'accord, ok. Qui va être recomposé autrement et qu'au règne d'Eleshnorn succédera celui d'un espèce de post-Karn, quoi. De Karn V2. Ouais, tout à fait. Ok. Bon. On arrive du coup à la fin de l'émission. C'est aussi le moment où je te demande si tu as une œuvre culturelle à partager avec les auditeurs. Eh ben, je vais être très basique. Je vais être complètement dans la tendance. Comme tu sais, je suis gros lecteur de bande dessinée et de manga. Et en fait, il y a un manga qui est sorti, qui a eu une grosse campagne de lancement, qui s'appelle Dandadan, qui est un manga qui est assez étrange, c'est-à-dire qu'on a deux personnages
un personnage, on est au lycée, donc il y a un garçon et une fille. Le garçon est passionné de son côté par les ovnis, la fille est passionnée par le paranormal. Ils vont se lancer un défi et en fait, le garçon va se retrouver possédé par un esprit et, et c'est complètement starbé. Au niveau de l'intrigue, on comprend que en fait la ligne principale, c'est lui, il voudrait redevenir normal, parce qu'en plus de ça, au moment où il a commencé à se faire posséder, il a perdu son sexe. Ouais. Donc tu vois, alors c'est clairement c'est pas à offrir à vos enfants pour Noël, Ok. c'est pour un public averti. Mais c'est extrêmement foutraque et en même temps il y a une vraie maestra graphique de l'auteur et il y a une vraie tendresse pour ces personnages. Il y a D'accord, ok. derrière le côté où ça parle de bits, de chibres de toutes les façons possibles parce que le mec a perdu son sexe au moment de sa transformation. Il y a la façon dont ça raconte l'histoire d'amour qu'il y a entre les personnages, qui en plus qui a un élément direct. Ça c'est assez rare, tu sais, les histoires d'amour c'est vraiment des éléments de fond qui se développent plutôt sur la fin. Là c'est vraiment on va dire directement un des leitmotivs. Donc c'est un manga qui est assez surprenant et assez éloigné on va dire des topoi habituels du shonen quoi. Donc c'est plutôt très cool. Et de ton côté? Alors, moi de mon côté, là j'ai découvert qu'ils avaient sorti la saison 2 de Last Man en animé. C'est une œuvre que j'ai à cœur. Et puis cette saison 2 sort un peu dans l'ignorance. L'indifférence générale. Ouais, dans l'indifférence générale, tout simplement parce que c'est une œuvre qui galère, qui est déjà qui est principalement sponsorisé à la fois par les fans, mais bon un petit peu aussi par le service public, qui passe à des heures impossibles sur France 5 il me semble, qu'on peut retrouver aussi sur le site de la chaîne. Mais voilà, je voulais en parler. C'est une œuvre qui a été commencée en BD, qui a ensuite été adaptée dans une saison 1 qui est un préquel. Oui. Qui a été diffusée sur Netflix à coup d'une vingtaine d'épisodes de 8 minutes. C'est une série qui mélange à la fois horreur, mystère, combat de boxe et anti-héros charismatique. Et moi c'est un mix-up qui me plaît beaucoup, c'est français. Ouais. Et puis je vous invite vraiment à vous y intéresser. Du coup cette saison 2, elle se passe du coup après la saison 1, mais avant la BD. Donc ça nous raconte qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là. Pour l'instant, je suis à la moitié de la saison et alors je suis un peu mitigé. Là où la saison 1, je sentais énormément d'échanges entre les personnages où on était vraiment très attachés à eux. Bah là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de trash et de bagarres. Du coup, je suis un peu mitigé. J'attends de voir la deuxième partie de saison. Qu'est-ce qu'il en est, mais de toute façon, c'est une œuvre que j'adore dans sa globalité et dans son écriture. Donc, je la suivrai attentivement. Moi, j'ai pas regardé la première saison. J'avais lu la bande dessinée, mais qui est faite par des gros auteurs français quoi. Bastien Vives qui est très connu, il y a Balak aussi que vous connaissez peut-être si vous avez regardé les Cassos sur YouTube parce que c'est lui qui est à la base de ça. Et pour le coup, ouais, ce que tu disais, bande dessinée mais en même temps avec un format manga. Et en fait, c'est vraiment une œuvre de fans, mais qui est une œuvre aussi d'artistes, du coup de fans d'un média qui sont devenus artistes, et c'est vraiment c'est hyper riche, et du coup tu en as déjà parlé dans le Discord aujourd'hui, et j'avoue que je vais rattraper mon retard parce que c'était l'œuvre
écrite était super bien, donc j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils en ont fait dans la version animée. Alors, et en plus, j'ai une saison en plus à rattraper. Si je peux vous donner un peu la vibe du truc, imaginez Onizuka de GTO dans une histoire à la Stranger Things. Et vous avez à peu près le délire. Ouais, beaucoup trop bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout et merci à toi Quentin d'être venu. Et ben merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Et n'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, de le liker ou de vous abonner à la plateforme de votre choix. Et pareil, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou venir nous interpeller sur le Discord de Magic Sechic. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Salut! Et d'ici la prochaine fois, bon voyage entre les éternités aveugles.